J'aime la chasse, l'émission qui défend la chasse et la ruralité. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission. Mais j'ai également le plaisir d'être accompagné ce soir de notre rédacteur en chef, Denis Plat. Bonsoir, Denis. Bonsoir Amélie, toujours fidèle au poste. Oui, oui, toi, puisque Patrick n'est pas là ce soir. Nous aurons également le plaisir d'accueillir ce soir Nicolas Lajousse de Séjour Chasse pour parler de chasse à l'approche dans notre dossier de la semaine. Je profite de cette thématique de chasse à l'approche pour vous annoncer que suite à l'engouement que vous avez manifesté pour notre premier salon virtuel JLC au mois d'avril et suite à vos nombreuses demandes, nous avons décidé le 24 juin de vous proposer un salon virtuel spécial Approche. Vous aurez l'occasion d'échanger avec des spécialistes, guides, armuriers autour de tout ce qui a trait à la chasse à l'approche, que ce soit d'équipement, de matériel, d'optique, de technique, voilà, tout ce dont on peut parler autour de l'approche. Donc n'oubliez pas d'ores et déjà de noter la date du 24 juin dans votre agenda. On démarre le sommaire des actualités de la chasse et de la ruralité. Invitation au gabion, les sauvaginiers font de la pédagogie. Toucher un jeune animal sauvage, c'est le condamner. Les chasseurs sont violents avec leurs chiens selon Animal Cross. Un gypaète barbu massacré par des éoliennes. Willy Schran aux grandes gueules. Pont Sainte-Maxence. Denis nous dira ce qu'il a pu lire dans les médias cette semaine et aura également le plaisir de mettre en avant, comme à son habitude, le livre de la semaine. Et je vous rappelle, dossier de la semaine ce soir consacré à la chasse à l'approche. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. C'est parti. Denis, on démarre ces actualités avec les sauvaginiers qui font de la pédagogie. Oui, alors bon, d'abord sauvaginier, le mot fait rêver parce que c'est une belle chasse. Ensuite, oui, j'ai vu ça dans la presse régionale. Les sauvaginiers du Cotentin et du Bessin, donc nous sommes en Normandie, ont décidé de s'ouvrir, de communiquer auprès d'un public beaucoup plus large que le public des chasseurs traditionnels. Donc ils lancent un samedi par mois une opération porte ouverte sur les gabions. Alors gabions, huttes, tonnes, suivant les régions dans lesquelles on pratique cette chasse, mais en gros le principe est toujours le même. Un abri camouflé, semi-enterré ou flottant à proximité d'un point d'eau, des appelants. C'est presque d'ailleurs les appelants le plus important pour ces sauvaginiers. Ils leur vouent un véritable amour. Ils les élèvent tout au long de l'année, ils sélectionnent les meilleurs, les positionnent correctement. C'est un art, on ne s'improvise pas sauvaginier. Et donc voilà, ces gens-là ont décidé, l'association comment s'appelle-t-elle cette association? Des sauvaginiers, des marais du Cotentin et du Bessin. Donc voilà, ils s'ouvrent un samedi par mois au grand public, petits et grands, à la fois pour découvrir ce mode de chasse, mais aussi pour montrer que le chasseur est aussi un scientifique, tout au moins un auxiliaire de la science, parce qu'il collecte tout au long de l'année des données extrêmement importantes. Donc il y aura des démonstrations de lecture d'ailes. D'ailleurs, je compte inviter un spécialiste de lecture d'ailes lors d'une émission prochaine. C'est un domaine extrêmement pointu. Vraiment, il faut être un spécialiste et on en tire des conclusions extrêmement intéressantes. Mathieu Lehaut, qui est le président de cette association dynamique et communicante, déclare: lors de cette sortie pédagogique, nous souhaitons présenter la vie du marais et la pratique de la chasse au gibier d'eau et la chasse en général. Donc voilà, cette structure, qui a un but synégétique au départ, a compris qu'en intersaison, dès les beaux jours, il fallait s'ouvrir, faire connaître. Je rappelle toujours une des conclusions du sondage commandé par la FNC, c'est que plus les gens connaissent la chasse, moins ils y sont opposés. Et donc voilà, très bonne initiative de ces sauvaginiers. Il faut noter, et ce sera ma conclusion, que ce travail d'entretien des zones humides, de collecte de données, est fait de manière bénévole par les chasseurs. C'est probablement pour ça qu'on ne voit pas d'associations dites de protection de l'environnement, parce qu'eux, ils ont besoin de subventions pour faire ça. Donc voilà, un grand bravo aux sauvaginiers du Bessin et du Cotentin. On les félicite, effectivement.
Alors, un petit peu moins drôle comme actualité, Denis. Tu voulais nous parler d'Animal Cross. Ah oui, à la limite, si c'est drôle tellement c'est ridicule. Animal Cross, alors une association obscure qui a pris un nom anglais. Pourquoi? Parce qu'ils sont en plus basés dans le sud-ouest de la France. Ouais. C'est peut-être l'ancienne tradition anglaise de Guyenne occupée à l'époque de la guerre de 100 ans. Peut-être. Je ne sais pas. Je crois qu'ils sont 3 ou 4 membres de cette association. En tout cas, organisateurs, hyper créateurs de l'association. Et ils ont un site internet qui est assez propre, qui est bien fait. Mais là, j'ai découvert un article qui date un peu. Le titre, on le voit à l'écran, c'est la violence faite aux chiens de chasse. Selon eux, dresser des chiens de chasse est violent. Donc, ce n'est jamais qu'une attaque de plus contre la chasse. Ils ont trouvé ce biais-là, qui est évidemment complètement stupide et ridicule. Mais quand même, c'est assez extraordinaire. Et ce qui montre bien qu'ils connaissent bien la chasse, c'est que j'ai découvert la perle quand même dans cet article, c'est que de ce article, ramassis d'ineptie plutôt, ils élaborent des propositions pour améliorer le sort des chiens de chasse, dont celle-ci, interdire l'utilisation des chiens de chasse pour la chasse à l'approche. C'est assez extraordinaire, ce qui prouve qu'ils maîtrisent parfaitement le sujet. Mais j'ai quelques citations quand même, parce que ça montre jusqu'où ces gens vont. Voilà, la chasse nécessite la manipulation et la cruauté afin de développer et d'exploiter au mieux les aptitudes de son chien. Ce n'est pas sans conséquence, car les méthodes de dressage laissées à la discrétion des chasseurs et souvent abjectes pour mieux manipuler le chien ne l'épargnent pas d'une forme de dégénérescence. Donc nos chiens de chasse sont traités de manière cruelle et sont dégénérés petit à petit. Selon eux, évidemment, les conditions de vie de nos chiens sont déplorables. Ils seraient affamés, maltraités, brutalisés pour les rendre plus agressifs. Il est vrai que certains chasseurs pourraient faire mieux pour leurs chiens, mais c'est une extrême minorité. Lorsque j'ai fait ce petit article sur notre site, j'aime-la-chasse.fr, j'ai reçu des centaines et des centaines de photos de chiens de chasse malheureux. C'est ce que j'allais te dire, voilà. Vu le nombre de commentaires qu'on a eu pour ça. Des chiens de chasse très malheureux, allongés mollement sur le canapé du salon, c'est évidemment ridicule. Pour eux, le chien ne doit être qu'un animal de compagnie. Et ce sont les chasseurs qui le rendent cruel. Alors moi, j'aimerais leur rappeler quand même 2-3 choses, dont celle-ci, d'où vient et d'où descend le chien. Est-ce que nier l'instinct naturel de prédation du chien, des chiens en général, n'est pas nier l'évolution et puis l'histoire des chiens. Mais ils vont plus loin et parmi les propositions, j'en ai relevé certaines. Comme rendre obligatoire le dressage dans des centres agréés par l'OFB, faire passer un permis spécial aux chasseurs souhaitant chasser avec un chien, bannir le GPS, faire passer une visite médicale au chien avant le début de la saison, sous peine de ne pas valider le permis de chasse du chasseur, instaurer un permis de chasse à points. Comme ça, des points seraient défalqués à chaque irrégularité. Les seules actions de chasse autorisées pour le chien sont celles de la préparation à la chasse, le lever du gibier et du rapport. Il ne doit y avoir aucun contact physique entre le chien et le gibier. Alors les possesseurs de chiens de meute, de grands courants, même de petites quêtes, seront ravis. Et puis, une longue liste d'inepties qui prouve que, d'un, ils ne connaissent pas les chiens, deux, ils ne connaissent pas la chasse. Mais ils se permettent néanmoins de nous donner des conseils. C'est très gentil à eux, mais direction poubelle. Bon, je pense que c'est entendu. Voilà. Autre actualité, Denis, tu as raison de le rappeler, puisque toucher un jeune animal sauvage, c'est le condamner. Oui, on est en début de saison de l'approche, puisque ce sera le dossier de notre émission de la semaine, mais on est aussi en pleine période de naissance et d'éclosion. Les beaux jours sont là, les gens ont envie d'aller se promener, et ils ont bien raison d'aller prendre un bon bol d'air. Cela dit, il y a trop d'incompétents, d'ignorants, et c'est normal quand on habite en ville, voilà. Et le problème, c'est qu'il y a aussi le syndrome Bambi. On voit un petit faon couché dans l'herbe, oh il est mignon, oh il est tout seul,
on va le recueillir et on va l'apporter à la gendarmerie. Alors la perle de ces derniers jours, ce sont des gens qui ont trouvé un jeune chamois, un cabri, et qui l'ont ramené à la gendarmerie. C'est très intelligent, merci à eux. Donc le syndrome Bambi risque de frapper encore lors des balades dominicales. On ne touche pas un jeune animal. Pourquoi? Parce que il n'a pas encore les défenses nécessaires pour s'enfuir. Donc sa seule défense, c'est l'immobilité. Et la mère, elle s'est écartée. Mais elle est là, elle n'est pas loin. Et dès qu'on sera parti, elle reviendra s'occuper de son jeune. Donc on ne touche à rien, que ce soit des faons de chevreuil, de cerfs, enfin de biches, des levreaux, ou des jeunes perdrix, ou des faisans-d'eau. On ne touche pas. Voilà. On touche avec les yeux, comme le disaient nos parents autrefois. Tu touches avec les yeux. Mais là c'est pareil, on peut faire une jolie photo, et puis on s'écarte très vite pour que la mère revienne s'occuper de son jeune. Voilà. On les laisse tranquilles. Exactement. Donc, petit message. Tu fais bien. Il faudrait peut-être plus communiquer là-dessus aussi pour le grand public. Oui, on aimerait par exemple que l'OFB sorte ce genre de choses, puisqu'ils ont un site internet. Mais bon, c'est une autre histoire. Autre histoire. Malheureuse, puisqu'un gypaète barbu a été massacré par des éoliennes. Alors oui, bien qu'il soit barbu, c'était un jeune, parce qu'on est barbu très jeune chez les gypaètes. Le gypaète barbu, un très beau rapace, de la famille des vautours, un des 4 vautours qu'on peut trouver en France. C'est un animal qui avait... comme beaucoup de rapaces, pratiquement disparu, qui a fait l'objet d'un programme extrêmement important et onéreux de repeuplement à partir d'élevages qui sont situés en Suisse, en Autriche, en Allemagne et en France. Beaucoup, depuis début des années 80, ont été relâchés. Celui-là avait été relâché dans les Causses. C'était un jeune. Alors, il a entamé un grand voyage. On voit la carte à l'écran. Il est parti du sud de la France. Il est remonté jusqu'au Pas-de-Calais, où il a été vu et filmé. Puis il avait une balise GPS. Et il a remonté les côtes de la Belgique. Et malheureusement, il est arrivé aux Pays-Bas. Et là, il s'est fait découper par une éolienne. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est une espèce ô combien protégée, mais les éoliennes ne font pas le distinguo entre le protégé et le non protégé. C'est sûr. Il faut quand même savoir qu'au pied de ces éoliennes, on y retrouve beaucoup d'oiseaux, qu'elles massacrent indistinctement, oiseaux et chauves-souris d'ailleurs la nuit, qu'en bout de pâle, les pâles atteignent des vitesses assez impressionnantes et qu'en particulier les rapaces les voient mal sur les côtés. Donc ça fait beaucoup de dégâts, c'est le moins qu'on puisse dire. Bizarrement, on n'entend aucun défenseur des animaux et des oiseaux parler de ce massacre provoqué par les éoliennes, car évidemment c'est un peu gênant parce que souvent ce sont les mêmes qui défendent les éoliennes en tant qu'énergie dite renouvelable. Par contre, il suffit qu'une buse beaucoup plus commune qu'un gypaète soit retrouvée avec des plombs, ce qui est condamnable s'il s'agit d'un chasseur qui a fait ça. Et là, c'est le tollé général et il faut interdire la chasse en France pour 10 000 ans, voire en Europe. Donc c'est assez agaçant cette différence de traitement, mais le parti pris, la subjectivité et le dogmatisme conduit à ce genre de situation. C'est vraiment dommage. Tu voulais revenir, Denis, sur le passage de Willy Schran aux Grandes Gueules. Oui, alors deuxième passage de Willy Schran aux Grandes Gueules. Il est habitué, il risque de devenir un chroniqueur habituel. Mais d'ailleurs, c'est en lien avec le sujet précédent. On va écouter un petit passage de cette émission des Grandes Gueules, mais il a parlé des éoliennes. Le président de la Fédération nationale des chasseurs, en n'en disant pas grand bien. D'abord parce que dans le Pas-de-Calais, ils en ont quand même beaucoup trop. Tout le monde s'en plaint. Voilà, on va écouter le passage des Grandes Gueules. Archi contre, il a raison, Berne, c'est un scandale ce truc. Pourquoi ? C'est un scandale. D'abord, dans tous les domaines, il me fait marrer le mec qui effectivement dit que ça fait pas de bruit. Faut juste vivre à côté d'une éolienne. Faut juste aller en dessous quand elle tourne. Évidemment, quand elle est arrêtée, c'est... T'en as chez toi dans le Nord, là ? Bien sûr, on en a plein. Dans le Pas-de-Calais, maintenant, tu peux quasiment le traverser sans jamais perdre de vue une éolienne. Ah oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est 6% de la production énergétique française. Voilà, c'est d'une nuisance incroyable. On ne sait pas ce qu'on va faire avec ces blocs de béton. Elles sont fabriquées, les palmes, avec des matières qui sont même pas recyclables. Donc, faut
arrêtons de nous prendre pour des cons. C'est beaucoup de nuisances sonores, une nuisance visuelle. Enfin, regardez le tableau, la campagne. Là-dessus, Bernard a raison. On est en train de défigurer complètement nos paysages. Ça fait un boucan pas possible, ça met un stress pas possible aux gens. Combien, vous avez vu l'association des agriculteurs éleveurs qui s'est créée là où les vaches veulent plus donner de lait, on trouve des tas d'oiseaux morts sous ces palmes. Il n'y a plus de reproduction, il n'y a plus de compagnie de perdrix, c'est l'enfer. il n'y a plus de compagnie de faisans. Non mais les animaux, mais ce frottement dans l'air est très fort et ça met énormément d'ondes et ça joue sur tous les êtres vivants, c'est indéniable. Et en plus, c'est double hypocrisie. Ça coûte un fric de malade aux Français pour un résultat qui est médiocre et en plus, alors pas me faire des copains dans la question, mais c'est pas grave. C'est quasiment un milieu mafieux. Voilà. On arrive, on voit voir les maires, on a du pognon, on sait pas d'où ça sort. Alors, on donne des locations, et quand ça se passe pas bien, et moi je le dis parce que je l'ai vécu, parce que quand on est président de fédération, on n'est pas tellement pour les éoliennes, et vous vous retrouvez un moment dans un bistrot avec un mec qui me dit, voilà l'enveloppe, monsieur. On me l'a fait à moi, c'est pas d'entendre dire. On voulait t'acheter. Voilà, on me l'a fait. T'as regardé au moins dans un combien il y bistrot avait... de Saint-Omer. J'ai pas ouvert l'enveloppe, mais je sais très bien qui me l'a donné, je sais très bien l'entreprise qui me l'a donné, qui voulait me la donner. Ouais. Et je l'ai rejeté. C'est ça. Donc en fait, on a acheté l'élu local pour que Eh tu bien, donnes, mais tu bien donnes sûr. l'autorisation Bon, d'implantation. des fêtes, là, qu'est-ce qui manque? Tu feras un petit podium, un machin. Tout s'arrange avec l'éolienne. C'est formidable, il y a plein de pognon, mais le résultat, c'est médiocre. Voilà, donc vous voyez qu'il est remonté. Il lance d'ailleurs même une bombe. Et on lui a proposé de l'argent dans une enveloppe pour qu'il accepte l'implantation d'éoliennes, ou qu'il y soit favorable, ou qu'il ne s'y oppose pas. Il utilise l'expression de monde ou de système mafieux. C'est quelque chose qui avait déjà été relevé par un de nos invités du printemps de l'année dernière, Fabien Bouglet, qui a écrit un livre extrêmement intéressant à ce sujet et qui parle lui aussi de manière étayée de systèmes mafieux pour l'implantation de ces éoliennes. On assiste actuellement à une offensive de la part de la ministre de l'écologie, Madame Pompili. On la voit sur tous les plateaux télé, elle tweet, on voit quelques-uns de ses tweets. L'éolien, c'est la solution miracle à tout. Pour faire baisser notre bilan carbone, pour soigner le Covid et interdire la faim dans le monde apparemment. Mais voilà, le problème c'est que de plus en plus de Français se rendent compte que, un, c'est laid, que deux, voilà, il faut quand même être lucide, ça n'apporte que peu de choses, c'est éminemment intermittent, que c'est extrêmement polluant en définitive, avec le béton dans le sol, les pales qui sont difficilement recyclables. Un sondage vient de sortir dans Ouest France. On le voit actuellement à l'écran. C'est clair, net et précis. Largement plus de 80% des Français sont opposés à l'installation d'éoliennes chez eux ou à proximité de chez eux. À tel point que Barbara Pompili s'en rend compte et qu'elle a envoyé une lettre cadre à tous les préfets de France pour leur donner l'ordre de cartographier les zones où pourraient être implantées des éoliennes. Puisque les terrains privés, il y a de plus en plus de mal pour en installer. Donc c'est quand même assez gênant cette affaire-là. On n'est plus du tout dans quelque chose qui est lié à la concertation, qui est de l'ordre de la concertation. On est dans l'imposition, mais elle n'a pas oublié le parti d'où elle vient, cette dame. Elle vient des Verts, et très franchement, quand on voit ce qui se passe dans les villes administrées par les Verts, on sait que ce ne sont pas des démocrates. Autre actualité, Denis, tu voulais nous parler de Pont-Sainte-Maxence. Oui, alors je vais en dire quelques mots. Nous écouterons ensuite la réaction du président de la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise, Guy Herlet-Dauphove. Mais que se passe-t-il ? Il y a 2 ans maintenant, le maire, c'est un maire LR, donc c'est pas un Vert, c'est pas un maire LFI, ainsi de suite, mais il est considéré comme un grand ami des animaux par les animalistes, à tel point que sur le site Politique et Animaux, il est tout en vert à propos de la chasse. Pourquoi ? D'accord. Parce qu'il a pris dans un premier temps un arrêté pour interdire la vénerie sur le territoire de la commune. Dans un deuxième temps, il a participé à des rassemblements de Hava, de notre cher ami, le camarade Stan Broniszewski. Évidemment, cet arrêté a été contesté par les chasseurs de l'Oise. Cour d'appel, les chasseurs sont déboutés,
cour d'appel, cour administrative et cour d'appel administrative, les chasseurs viennent d'être déboutés une deuxième fois. Ce qui est très grave dans les attendus de cette cour d'appel, c'est qu'il y a deux aspects qui sont à mon avis éminemment critiquables et dangereux. Dans un premier temps, la cour d'appel administrative déclare que cette interdiction s'applique non seulement sur les terrains comme municipaux, mais aussi sur les terrains privés. Ouais. Ça, Là, c'est ça assez commence à- délicat à Mmh, mon avis. mmh. Et dans un deuxième temps, il faut voir quand même que c'est quelque chose qui peut s'étendre à tout type de chasse en définitive. Donc il ne faudrait pas que ça fasse jurisprudence. La Fédération départementale des chasseurs de l'Oise a décidé d'aller au Conseil d'État. Et on va écouter le président Guy Ledofov qui nous explique un peu le contexte et pourquoi il veut aller au Conseil d'État. Président Guy Ledofov, bonjour. Merci beaucoup de réagir à l'actualité récente et pas réjouissante sur le canal de J'aime la chasse. Merci de prendre quelques instants pour nous expliquer ce qui se passe à Pont-Sainte-Maxence, Président. Oui, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de me donner la parole. Ce qui se passe tout simplement, c'est qu'on a un arrêté municipal qui vient d'être jugé en appel, qui nous est défavorable puisqu'il conforte la position du maire de Pont-Sainte-Maxence, un républicain en plus, qui est assez inexplicable, et qui confirme que la chasse à courre, pour l'instant, ça ne concerne que la chasse à courre, mais il est à craindre que soit étendu à toutes les chasses, est interdit à 400 mètres autour de la ville et même sur des propriétés privées, c'est là où ça ne va pas du tout. Oui, voilà. Donc, à l'origine, un arrêté du maire de Pont-Sainte-Maxence, Arnaud Dumontier, membre du DLR, qui décide par cet arrêté d'interdire la pratique de la chasse à courre sur le territoire de la commune à une distance qui varie entre 300 et 400 mètres des habitations. Vous avez attaqué cet arrêté. Oui. Malheureusement, le tribunal administratif a donné tort à la Fédération de l'Oise. Les arguments avancés, l'arrêté de ce jugement est assez surprenant. Moi, je pense quand même qu'il y a deux aspects qui sont extrêmement graves dans cet arrêté. Dans un premier temps, ça s'applique aussi aux propriétés privées. Et dans un deuxième temps, c'est quelque chose qui peut s'étendre à l'ensemble de la chasse, pas uniquement à la vénerie. Non, d'autant plus que le maire, en plus, fanfaronne sur cet arrêté en disant, en criant victoire et conseillant à ses collègues maires de faire comme lui. Donc, on assiste à une j'arrive pas à trouver le terme. On est d'accord. Le pouvoir judiciaire prend le pas actuellement dans toutes les affaires de chasse et nous est défavorable à chaque fois, ce qui est inacceptable. C'est-à-dire que nous, ce que nous contestons dans cet arrêté, c'est qu'il est interprété par les juges et non pas fondé sur des textes de loi qui soient du code rural, qui soient du code de l'environnement ou du code de procédure civile. Il y a simplement une interprétation et il étend ça aux propriétés privées. Je ne vois pas en quoi un maire, sur quel article il se base pour dire qu'il a le pouvoir d'interdire la chasse sur des propriétés privées. C'est aberrant. Et à chaque fois, et malheureusement dans l'Oise, on est bien placé, lorsque nous portons plainte pour des actes de brutalité et d'agression par avare sur les déroulements des chasses à courre, à chaque fois, nos plaintes sont classées sans suite et ça devient insupportable. Oui, d'ailleurs, on a un jugement récent du tribunal de Senlis, je crois, qui condamne un veneur qui était contenté d'arrêter et d'interpeller un membre de l'AVA qui avait fait lourdement chuter un cavalier qui s'en est tiré avec un poignet et une cheville fracturée quand même. Donc là, 45 jours d'arrêt de travail, 45 jours. 45 jours d'arrêt de travail, le type tape avec des bâtons sur les chevaux. J'ai un ami, Yves Bien-Aimé, que vous connaissez peut-être, qui est le président fondateur du musée vivant du cheval, qui est un cavalier émérite. Il m'a dit, j'ai failli aussi d'être désarçonné. On est chez les fous. On n'est plus dans un état de droit. C'est devenu des tribunaux politiques. Voilà. Le problème, président, c'est que ces extrémistes sont parfois confortés dans leur position par des décisions de justice. Bon, cette décision de la Cour d'appel administrative de Douai, je crois, non, c'est celle-là. De Douai, oui. Voilà. Vous comptez bien l'attaquer, j'imagine, à y aller au Conseil d'État. J'irai jusqu'au bout, on va aller en cassation.
Elle est actuellement à l'étude parce que vous savez que les tribunaux en cassation, c'est un peu spécial. Oui. On est en train d'étudier par un avocat spécialisé pour voir s'il y a matière d'aller en cassation. Apparemment, oui. Et nous irons jusqu'au bout. On ne peut pas laisser en l'état ça qui puisse faire jurisprudence. C'est pas possible. Parce que pour l'instant, c'est nous qui sommes tapés. Mais si on laisse ça, ça fera jurisprudence et c'est l'ensemble de la chasse qui va être mis en cause. Tout à fait. Surtout que les dernières élections municipales, souvent grâce à l'abstention, ont vu arriver un certain nombre de maires qui ne nous aiment pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, Président. C'est un doux euphémisme. Mais voilà. ces maires-là, on va les taper au régional. Moi, je m'en occupe en tout cas dans les Hauts-de-France. J'aime la chasse prend sa part aussi, comme vous avez peut-être pu le constater. Voilà, à votre avis, quand l'affaire sera-t-elle jugée, soit en cassation, soit au Conseil d'État, parce que le Conseil d'État peut aussi peut-être s'occuper de ce genre de décision. Eh ben, j'attends l'analyse de notre Conseil pour qu'ils nous disent quelle est la meilleure procédure, et je reviendrai vers vous d'ailleurs pour vous tenir au courant de la procédure et quand elle sera jugée. Malheureusement, les délais de justice en France sont très longs. Oui. Rien que pour l'appel, ça a été 2 ans. Bien, voilà, donc c'est clair, net et précis. Le président Harley Dauphin, comme à son habitude, a son franc-parler. Mais c'est un combattant infatigable de la défense et de la promotion de la chasse. Et on le remercie de cette combativité. C'est sûr. Bon, affaire à suivre alors. On en reparlera. On en reparlera, on verra la décision du Conseil d'État. Voilà. Bon, merci Denis pour ces actualités. On passe à ta chronique, les brèves du chasseur. Oui, alors avec des magazines, des journaux qu'on n'a pas l'habitude de citer ici. Le premier, c'est Courrier International. Alors Courrier International collecte des articles de la presse internationale pour en faire une sorte de synthèse. C'est souvent intéressant. Et là, il parle d'un article de The Economist, qui est un article d'économie et de finance britannique, et qui dit, on voit la photo du titre à l'écran, que la chasse au trophée pourrait avoir des bienfaits pour l'Afrique. Évidemment, c'est une chasse très décriée, c'est facile de critiquer des gens en général un peu aisés qui vont chasser des trophées en Afrique. Mais il se trouve que cette chasse au trophée, cette chasse d'animaux exotiques, génère des revenus extrêmement importants pour les pays qui l'autorisent. Et que cette chasse permet aussi, grâce aux revenus qu'elle génère, de limiter le braconnage. Car les territoires où elle est pratiquée, les braconniers n'y sont pas les bienvenus et les habitants en bénéficient aussi du fait des revenus injectés dans l'économie locale. D'ailleurs, les pays qui ont interdit toute chasse, le Kenya par exemple, ont vu leur grande faune décliner de manière dramatique. Donc voilà un article qui dit que cette chasse dite au trophée est bénéfique aux pays africains dans lesquels elle est pratiquée. C'est assez intéressant de le lire. Voilà. C'est sûr. Autre magazine que nous n'avons pas l'habitude de citer, le National Geographic. Et là, c'est assez sympa parce que j'ai découvert qu'il existait, que le plus petit sanglier du monde existait et qu'il était en Inde. Des images sur le réseau. Donc c'est assez sympa parce que voilà, c'est amusant. Évidemment, ça ne ravira pas les amateurs de gros trophées qu'on a chez nous, qui aiment les bêtes énormes et bien défendues. Là, il s'agit d'un animal, le Porcula sylvania, qui mesure 25 cm au garrot et pèse de 6 à 9 kg. Donc les amateurs de trophées, non. De toute manière, c'est un animal protégé. On le pensait disparu dans les années 70. Et puis, certains spécimens ont été retrouvés. Alors, c'est un animal qu'on trouve, on voit la carte là, de son implantation, c'est le nord de l'Inde, le Népal et le Bhoutan, dans des prairies herbeuses hautes. Évidemment, c'est un petit animal qui a peu de défense, donc il a besoin d'herbes hautes pour se camoufler. Ses prédateurs sont principalement les grands oiseaux, comme les grands corbeaux qu'il peut y avoir là-bas, et les pitons, qui s'en régalent, bien entendu. Donc voilà, il y a tout un programme ensuite qui a été lancé pour repeupler ces grandes prairies du nord de l'Inde avec ces animaux, d'abord en captivité, ensuite on les relâche. C'est sympa, c'est amusant. Donc j'ai trouvé que c'était mignon, et puis que c'est une bonne nouvelle, parce que voilà, cet animal, qui est le seul représentant de son genre, aurait pu disparaître. Et là, c'était des millions d'années d'évolution qui partaient en fumée comme ça. Ouais. C'est dommage. Voilà.
Dernière petite chose, vue dans le Dauphiné Libéré et ailleurs, dans France Bleu aussi, il me semble, ou oui, France Bleu TV, que dans la Drôme, à Valherbas, un petit village de la Drôme, un père et son fils, enfin le père emmenant son fils à l'école dans cette belle campagne drômoise, devant eux, sur une petite route de campagne, entre deux prés, on va voir la vidéo, un loup qui traverse. Tranquille. Voilà, on voit la vidéo et on en dira deux mots ensuite. Bon, voilà, vidéo très brève, mais évidemment c'est un loup, ça a été confirmé par l'OFB qui a vu la vidéo. Le maire, qui lui-même éleveur, dit bon, voilà, pour le moment nous n'avons pas d'attaque. Le problème, c'est que j'en ai parlé à Bruno Lecomte de L113 et de la future et bientôt sortie carte européenne de prédation, qui nous dit que non, la carte européenne de prédation montre qu'il y a eu des attaques dans le secteur géographique proche de ce village. Voilà donc une vidéo de loup se promenant paisiblement. Bon. Merci Denis pour ces brèves. On va passer à ton petit conseil lecture de la semaine. Oui, puisque nous parlons de chasse à l'approche dans le dossier qui va suivre, je me suis un peu creusé la cervelle pour trouver un beau livre sur la chasse à l'approche et je me suis rappelé évidemment d'un très 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 beau livre. Alors on le voit ici, c'est un livre de Eri De Luca qui s'appelle Le poids du papillon. C'est un texte très court, il fait une 60aine de pages. C'est très beau. Alors, Eri De Luca, c'est un écrivain italien qui a un passé un peu mouvementé, un peu chaotique, puisque dans les années 70, il était proche de l'extrême gauche, extrême gauche, près de la lutte armée, des années de plomb, des années sombres de l'Italie. On le voit à l'écran là, une belle gueule bien burinée, parce que c'est un montagnard et un grimpeur aussi. Un écrivain, ce texte est superbe. C'est l'histoire qui sert de prétexte à bien d'autres choses, mais l'histoire, c'est voilà, deux personnages plus exactement, vieillissants, sur le déclin, qui décident d'affronter le déclin plutôt que de le subir. Alors, quels sont les deux personnages ? Il y a d'abord un chamois, le vieux mâle de la Harde, qui sent que c'est sa dernière saison. Et puis, il y a le vieux qui est présenté, non pas comme un chasseur, mais un vieux braconnier dans les Alpes italiennes. Bon, c'est un chasseur de montagne qui n'a peut-être pas le permis, mais qui vit comme autrefois, et qui, lui aussi, sentant son heure approcher, décide d'essayer de trouver ce fameux roi des montagnes et de l'accrocher à son mur de trophées. Donc, voilà l'argument. C'est un très beau texte sur les rapports de l'homme, de la nature, sur le rapport au déclin, à la vieillesse aussi. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle le poids du papillon ? Eh bien, il n'y a pas de suspense. Hein. Tu n'es pas en train de spoiler les livres là, non, mais de toute manière, ce qui est intéressant, c'est ça. Le chasseur arrive à tirer le bel animal, mais il est lourd. Le chasseur est vieillissant, donc la redescente est difficile. Et que se passe-t-il ? Un papillon volette autour du chasseur qui transporte cet énorme chamois dans son sac. Et au bout d'un moment, le chasseur fait des haltes, parce qu'il a de plus en plus de mal à arriver jusqu'en bas dans la vallée. Mais malheureusement, à un moment, le vol du papillon donc, alla se poser sur la corne gauche. Cette fois-ci, il ne put le chasser. Ce fut la plume ajoutée au poids des ans, celle qui l'anéantit. Sa respiration s'assombrit, ses jambes se durcirent, le battement des ailes et le battement du sang s'arrêtèrent en même temps. Le poids du papillon avait fini sur son cœur vide comme un poing fermé. Il s'effondra, le chamois sur le dos, face contre terre. Voilà, un très beau livre sur l'homme dans la nature, mais un très beau livre sur la chasse aussi. Voilà. Bon, tu pourras me le prêter, Denis ? Bien entendu. Tu veux bien ? À condition qu'il s'appelle Reviens, parce que j'aime mes livres. Je rends toujours les livres. Voilà. Bon, on passe maintenant à notre dossier de la semaine. On passe maintenant à notre dossier de la semaine. Oui, Amélie, dossier de la semaine d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque nous allons parler de chasse à l'approche. Alors, le mieux est toujours de faire appel aux spécialistes, aux connaisseurs, donc c'est pour ça qu'on a demandé à Nicolas Lajousse, parce qu'il faut prononcer le S, puisque c'est le Gers, donc de Séjour Chasse, de venir nous parler, nous initier à la chasse à l'approche. Nicolas, bonjour. Bonjour.
Bon, ravi de vous avoir avec nous, et puis ravi d'avoir un grand spécialiste de la chasse à l'approche avec nous pour parler. Justement, nous sommes début juin, la saison vient de commencer. Je pensais qu'on pouvait faire un point sur cette belle chasse qui est encore un peu décriée par certains qui disent, on le voit sur les réseaux sociaux, oh, c'est pas de la chasse, c'est limite du braconnage. Bon, il y a les amoureux des grands courants de la chasse en battue qui considèrent que voilà, la chasse à l'approche, c'est pas éthique pour eux, c'est pas de la chasse. Moi, j'ai tendance à croire que c'est une très belle chasse et c'est pourquoi j'ai décidé de faire ce dossier spécial approche. On va l'aborder en 3 chapitres. Hein. Je pense qu'il faut parler un peu de réglementation, de législation, mais ce sera très bref. Ensuite, on va parler d'équipement et puis enfin de technique de chasse à l'approche. Ça ne s'improvise pas de chasser à l'approche. On peut essayer, bien entendu, mais dans ce cas-là, le congélateur risque de rester vide. Voilà. Et le mur à trophées aussi. Parce qu'il faut bien dire que la chasse à l'approche, en particulier pour le brocard, mais pour d'autres espèces aussi, ça peut être à la fois la recherche de beaux trophées, mais aussi le tir sanitaire pour essayer d'améliorer un cheptel génétique dans une zone, d'éliminer des animaux faibles, malades, un peu difformes. Au départ, le tir d'approche, c'est plutôt considéré comme ça, pour avoir de beaux animaux pour le reste de la saison. Et puis ensuite, il y a des gens qui considèrent que c'est aussi l'occasion de prélever de beaux trophées. Est-ce que j'ai bien résumé la chasse à l'approche, Nicolas ? Oui, tout à fait. C'est une chasse, effectivement, que certains ne comprennent pas parce que c'est les habitudes de tradition de chasse en battue. Mais bon, toutes les chasses ont leur place et je chasse également beaucoup en battue. J'ai autant de plaisir à pratiquer les 2 techniques. D'accord. Évacuons dans un premier temps tout ce qui est législatif et réglementaire. C'est une chasse qui a une ouverture préalable par rapport à la saison générale, puisque dans la majorité des départements français, ça ouvre au 1er juin. Mais il y a des départements qui font exception, je crois. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, le département de l'Ariège qui n'ouvre qu'au 1er juillet. C'est une décision départementale et c'est une spécificité de cette région. Mais je crois que c'est le seul département qui ait cette ouverture légèrement décalée. Ensuite, au niveau réglementaire, la chasse à l'approche, ça doit correspondre à des critères bien précis. Quels sont-ils ? Alors, la chasse à l'approche dure, pour le brocard du moins, du 1er juin à l'ouverture générale. Elle se fait dans le cadre d'une autorisation préfectorale délivrée aux détenteurs du droit de chasse. Cette démarche s'entend comme une autorisation donnée sur un territoire à charge pour le détenteur du droit de chasse sous couvert de l'autorisation administrative de tirer les animaux par ses invités ou ses sociétaires. Voilà. Ça, c'est le cadre législatif. Très bien. De surcroît, cette chasse se pratique en général seul ou avec un guide et sans chien, bien entendu. Mais là, ce n'est pas réglementaire, c'est simplement du bon sens et du pragmatisme. Chasser à l'approche avec un chien, ce serait un petit peu idiot, à mon avis. Alors, c'est bien de préciser ceci parce que j'ai beaucoup de chasseurs qui me demandent, qui ont des chiens de sang ou des chiens avec lesquels eux chassent et qui souhaitent venir avec. Il faut savoir que dans de nombreux départements comme le Gers et la Haute-Garonne, la chasse en compagnie d'un chien est strictement interdite. Voilà, c'est marqué sur tous les règlements des différents départements. D'accord. Et c'est une chasse qui, alors non pas réglementairement, mais du fait des animaux, se pratique tôt le matin, au lever du jour, et fin d'après-midi, début de soirée, au coucher du soleil, c'est cela ? Oui, tout à fait. Idéalement, il faut être sur le territoire vraiment au lever du jour, où les animaux sont très souvent très actifs. Ils sont actifs à peu près jusqu'à 9h, 9h30 du matin, même si on peut encore voir parfois quelques animaux. Et ensuite, le soir, nous, on repart chasser vers 19h jusqu'à la tombée de la nuit. Certains chasseurs sur certaines régions, au moment du rut, quand il est intense, chassent aussi entre midi et 2, midi et 14h, pardon. Où il y a un petit regain d'activité des brocards. Voilà. Très bien.
Bon, ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qui est législatif et réglementaire. On va s'intéresser maintenant au matériel nécessaire pour pratiquer cette chasse. Alors, j'ai tendance à dire qu'il y a parfois des dérives actuellement dans la chasse à l'approche, parce qu'on voit des gens qui sont équipés comme des commandos allant au combat dans les montagnes d'Afghanistan. On peut pratiquer ça de manière beaucoup plus classique et beaucoup plus simple, à mon avis. Mais bon, l'habillement, déjà dans un premier temps, on voit à l'écran, hein, il y a actuellement, j'ai pris quelques photos sur des sites marchands. Bon, la grande mode pour la chasse à l'approche, c'est le camouflage. On a même des tenues ghillie, bon, dérivées des tenues des snipers des armées. Maintenant, on peut aussi chasser en tenue tout à fait classique. L'habillement doit simplement être silencieux et nous permettre d'évoluer, je dirais, le plus confortablement possible. Oui, moi j'aime bien dire qu'il faut aller chasser de la façon dont on se sent bien, voilà, par rapport aux vêtements que l'on porte. Ensuite, tous ces vêtements de camouflage d'aujourd'hui sont faits pour casser la silhouette, sont vraiment très efficaces. Voilà, moi j'utilise beaucoup Couillou, par exemple, qui permet vraiment d'approcher les animaux très près. Donc c'est la chasse à l'approche, c'est un petit peu le but. Et on se retrouve avec des animaux qui vous approchent eux sans vous voir du fait de ce camouflage. Voilà. Ok. Le seul point, à mon avis, le camouflage évidemment est utile. Le seul point qui est vraiment important, c'est que les vêtements ne doivent pas faire de bruit lorsqu'ils frottent. Donc là, le plus silencieux possible. C'est très important parce que le moindre bruit, l'animal vous voit, vous détecte et votre partie de chasse peut rapidement être terminée. Bien sûr. Bon, je crois que pour l'habillement, en fait, voilà, chasser le plus confortablement possible. L'idéal, évidemment, est d'être le moins vu possible. Donc le camouflage, en effet, est utile. Voilà, pour le reste, je crois que les chasseurs s'équipent comme ils l'entendent. Oui. Passons au matériel. Et enfin, la partie suivante du matériel, est la partie pratiquement la plus importante, l'arme. Ah oui. Alors, dans les carabines, parce qu'on chasse à la carabine, encore que j'ai entendu dire que certains tenants de l'approche lançaient des paris, essayaient de faire des approches au 12, c'est-à-dire qu'il faut vraiment approcher très près. Mais hormis ces gens un peu particuliers, on chasse à l'approche avec une carabine. Alors on a les grands classiques, les carabines à verrou, on a les linéaires, on a les double express et on a les semi-auto. Je crois qu'on peut éliminer les semi-auto, non, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est pas approprié. C'est très bien pour les battus. Le but de la chasse à l'approche, c'est toujours un tir, un animal prélevé. C'est l'idée qu'on se fait. On a toujours le temps de réarmer, que ça soit une carabine à verrou, on a toujours le temps de réarmer. Et moi, pour ma part, maintenant, je chasse avec une Kiplof et on a le temps aussi de réarmer quand on a un petit peu l'habitude de la pratique de l'arme. Quand on a l'habitude de la Kiplof, parce que c'est pas toujours très simple de réarmer vite avec une Kiplof, mais les grands spécialistes y arrivent. Bon, le double express, c'est pas franchement adapté non plus, tout dépend du calibre, mais bon voilà, les deux armes les plus adaptées sont la bonne vieille verrou et puis la carabine linéaire aussi, parce que les linéaires vont très bien pour la chasse à l'approche. Oui, mais justement, ça permet, voilà, si on a un tir qui n'est pas très, très, très précis et qu'on est obligé de doubler, on va assez vite. Après, linéaire ou à verrou, quand c'est à l'approche, bon, il n'y a pas tellement de différence. Oui, non, il n'y a pas une réelle différence. C'est plutôt le plaisir du chasseur qui souvent combine sur une carabine linéaire, une carabine qui lui sert aussi à chasser en battu. Tout à fait. Alors maintenant, dans les nouvelles carabines, on a des améliorations énormes. On a le trou de pouce, on a l'ajout réglable. Ça aide quand même au confort du tireur et surtout à la précision du tir, non? Oui, tout à fait. Ça permet bien de stabiliser le tir. Ensuite, il y a d'autres éléments qui sont aussi très importants par rapport à ça. C'est les cannes de Pirch, tout ce genre de matériel. Voilà. Après chacun retrouve à l'utilisation ce qu'il préfère.
Oui, dans les cannes de Pirch, là aussi, il y a une gamme extrêmement étendue. La canne qu'on peut faire soi-même avec une petite branche de noisetier, la canne double, et puis la canne avec 4 points d'appui, qui est peut-être un peu encombrante, et il faut avoir l'habitude de tirer avec, parce que c'est la canne qu'on bouge et pas l'arme, je crois, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette canne peut aussi s'utiliser en bipied, ce que les gens oublient souvent. Donc, jusqu'à en gros 80-100 mètres, le bipied va suffire. Et ensuite, vous pouvez, dès que vous allongez un petit peu au-delà, parce que vous ne pouvez plus approcher, vous êtes coincé par la végétation, le territoire, d'allonger le tir grâce à ces différents points d'appui. Quand on le pratique un petit peu, on s'entraîne, on s'aperçoit tout de suite de la différence et de la précision du tir sur des distances un petit peu plus longues. D'accord. Bon, je pense que là aussi, on a fait le tour des carabines en général. Maintenant, alors là, c'est le grand débat, les calibres. Les calibres et les munitions. Alors, tout dépend du gibier, bien entendu. Si on va à l'approche au buffle, en Afrique, c'est une chose. Là, on va prendre du 500 nitro. Mais on va dire que pour le commun des mortels qui chasse, comme moi, à l'approche, le brocard, l'été, il y a quand même une gamme de calibres disponible pour le chasseur assez large en France. Ça va du plus petit, du 222, jusqu'on peut dire au 8,57 pour aller vraiment à l'extrême inverse. Mais il y a peut-être des bons compromis avec des calibres peu connus en France, comme le 6,5 Creedmoor, voilà. Mais quel est le calibre le plus fréquenté, enfin le plus usité plutôt en France? Pour l'approche, c'est peut-être le 270, non? 270, oui. 764 aussi, je vois beaucoup passer. Et Oui. aujourd'hui, donc du 30-06, le 308, qui est quand même un calibre jusqu'à 300 mètres, très précis. Et le 6.5 Creedmoor, c'est le calibre à la mode et qui quand même a une réelle utilité, mais plutôt en montagne, on va dire. Voilà. Avec une précision et des pertes des chutes qui sont moins importantes sur l'ogive. Voilà. Oui, voilà, je crois que ça, c'est Oui, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, c'est en effet à la mode. Que dire du SATRM? Le SATRM, bon, mais c'est quand même plus adapté au tir un peu longue distance et donc à la montagne peut-être. Oui, après, en fonction du gibier aussi, il faut adapter l'ogive. Hein. On n'est pas obligé de. Voilà, c'est quand même ce qui est très important. On a maintenant des marques qui proposent des calibres différents suivant les animaux qu'on va chasser, des poids différents, pardon. Et donc, il faut quand même adapter. On peut avoir un calibre un petit peu puissant et compenser, entre guillemets, avec le poids de l'ogive. Voilà, le problème des calibres trop puissants, c'est que parfois la balle voilà, n'expanse pas assez. Oui, ça arrive. Ou sur des balles trop dures aussi. On se retrouve avec un tout petit trou d'entrée et de sortie. Ça m'est arrivé plusieurs fois où l'animal, on le voit partir comme si rien n'était. En fait, il est mort à 40 mètres. Mais dans l'idée, on n'a aucun indice juste pendant les 40 premiers mètres ou 50 premiers mètres. Aucun indice. Donc, c'est vraiment, il faut faire attention voilà, quand on tire avec des calibres qui ne sont pas adaptés. Oui, voilà, donc autant s'équiper pour cette très belle chasse, à mon avis, nécessite de s'équiper voilà, correctement. Ça évite de laisser les animaux derrière soi, d'être déçu et puis de se sentir coupable parce qu'on n'a pas retrouvé l'animal, par exemple. Cela dit, il est toujours possible de faire appel à un conducteur de chien de sang aussi. Oui, oui. Alors ensuite, aussi, ce qui est bien de réfléchir, c'est pour les gens qui vont, par exemple, voyager, avoir un calibre qui peut être disponible à l'étranger. Facilement, parce que je connais certains chasseurs qui se retrouvent avec des calibres un petit peu spéciaux et si à l'aéroport vous avez plus de, par exemple, même au brocard ailleurs, de munitions, ça peut devenir très compliqué. Quoi. Ensuite, voilà, le chien de sang, évidemment, mais ça peut arriver avec tous les calibres. On a certains calibres, quand on tire, la balle n'est pas super bien placée, on appelle plus souvent le chien de sang qu'avec d'autres, mais bon, voilà. Ensuite, c'est vraiment une histoire de bien maîtriser son tir et toujours penser à de faire le maximum pour que ce soit un tir propre. Bien sûr. Optique, c'est assez important, je crois, hein. Presque autant que le calibre. Oui, tout à fait. L'optique est très importante, mais surtout qu'on est amené à chasser avec de l'obscurité, c'est-à-dire au lever du jour, très tôt ou assez tard le soir.
Il faut absolument avoir, ce qui est bien, c'est d'avoir des carabines des optiques qui font par exemple 2,5, 10,50 ou 56 si on peut. Ce genre de choses. Après, les plages sont un peu différentes, mais enfin voilà, du 50 ou du 56 en sortie, c'est très bien. Oui, et puis des bons indices crépusculaires pour augmenter encore la visibilité. Bon, il y a une gamme extrêmement large là aussi, alors ça va du plus cher Swarovski Zeiss jusqu'à des choses très correctes, à des tarifs beaucoup plus avantageux et des qualités qui vont très bien. Donc là, c'est aux chasseurs, voilà, mais les caractéristiques techniques, vous venez de nous les donner, quoi, avec ces chiffres, voilà. Ensuite, voilà, il faut souvent privilégier, suivant le budget qu'on a, il faut privilégier la lunette. Il faut savoir que dans les carabines, il y a à prix médian, il y a de très bonnes carabines avec de très bonnes canonneries. Et il est peut-être plus intéressant d'investir davantage dans son optique que dans sa carabine au départ, si on a des arbitrages à faire. Ça, voilà, c'est un excellent conseil, ouais. en effet, à donner à tous. Voilà, quand on est, comme beaucoup d'entre nous, qu'on ne peut pas dépenser systématiquement énormément, privilégier l'optique sur l'arme, c'est le conseil du professionnel que vous êtes. Est-ce qu'on a fait le tour du matériel, de l'équipement nécessaire, Nicolas? Oui, écoutez, après, il y a pour le brocart plus spécifiquement tous les petits appareils qui permettent d'imiter l'appel de la femelle ou ce genre de choses. Voilà, par exemple, nous, on utilise le butolo beaucoup parce que c'est pratique, mais il y a beaucoup d'autres matériels qui existent. C'est quelque chose qui est utile au moment du rut surtout. Par contre, faire attention de ne pas trop l'utiliser parce que souvent, on a l'impression qu'on est au bord d'un pré. On met 2-3 appels, on se dit tiens, il n'y a personne, mais en fait, l'animal est au bord du bois, vous a très bien détecté du coup, comme vous avez fait du bruit. Et la prochaine fois, quand vous réutilisez votre appât, vous vous retrouvez avec un animal qui part en courant tout de suite parce qu'il sait à quoi ça correspond. Oui, non seulement il faut savoir sortir un son correct avec la peau, mais il faut savoir comment et quand l'utiliser. Oui, tout à fait. C'est vraiment un principe parce qu'on se retrouve avec. Beaucoup de gens voient que cette pratique se démocratise et veulent l'essayer, mais il faut vraiment. Il y a beaucoup de tutos sur Internet, voilà, comment utiliser. Et c'est très important d'abord de regarder comment il faut faire. Vous pouvez vite gâcher une partie de chasse en utilisant mal votre appât. Encore un conseil de professionnel qu'il est bon d'inscrire dans son petit carnet. Bon, on a vu la réglementation, on a vu le matériel. Si on passait maintenant au cœur du sujet quand même, c'est la technique. On va se concentrer, on ne parlera pas de chasse en montagne, on va se concentrer sur l'approche au brocard d'été. Chasse principalement de plaine ou de collines. Qu'est-ce qu'il faudrait, quels sont les conseils que vous donnez, vous Nicolas, à un chasseur qui débute la chasse à l'approche? Quand vous accompagnez un chasseur qui débute, que lui dites-vous? Alors, les choses les plus importantes, c'est qu'il y a 3 choses en fait. Il ne faut pas être vu, pas être senti et pas être entendu. Alors, on va dire que ce sont ces 3 principes fondamentaux. Ensuite, vous avez évidemment le camouflage qui va vous aider. Ce sont vraiment les parties. Il faut faire attention au vent, au déplacement des courants d'air. Ça, vous pouvez rater votre partie très facilement. Le bruit également. Par contre, le bruit peut être utilisé au moment du rut, par exemple en frottant des branches ou en frottant le pied, quand vous faites en même temps les appels dont je parlais, qui donne l'impression qu'il y a un autre brocard qui est en train de marquer son territoire. D'accord. Oui, certains utilisent des petites fioles avec de la poudre, particulièrement en montagne, de la farine par exemple, pour voir quelle est la direction du vent à l'endroit où ils sont. Parce qu'en montagne, ça peut tournoyer. Vous utilisez ce genre de choses? Alors non, au début j'ai utilisé, maintenant plus du tout. J'ai quelqu'un que vous devez connaître qui s'appelle Alain Dardenne, qui a démarré la chasse à l'approche dans le Gers il y a assez longtemps, et qui utilisait en fait les petits cordons plastiques que vous avez sur votre sac poubelle, que vous accrochez à votre canne de pirche et que vous effilochez un petit peu, et du coup vous avez en permanence le sens du vent quand vous vous déplacez par rapport à ce petit brin. On utilise ça en voile aussi, ça s'appelle les pénons. Voilà.
Il y en a qui mettent un petit peu de laine, enfin voilà, quelque chose de très léger. Et ça vous donne tout de suite, tout le temps, immédiatement où vous êtes, le sens du vent, même d'un petit souffle d'air, vous savez vers où ça se dirige. Et ça vous permet de savoir en permanence sans avoir sortir une petite fiole ou des choses comme ça. Ouais. Ouais, c'est un petit conseil très simple, mais Ah oui. efficace. Et pas cher. Et pas cher. Et pas cher, voilà. Un morceau de sac poubelle, de cordon de sac poubelle. Et de Voilà. cordon, parce que oui, de cordon, pas de sac poubelle. Voilà, on va éviter. T'emmèneras pas ton sac, Denis, hein. Non, j'en amènerai pas mon sac poubelle. Alors évidemment, vous l'avez dit, Nicolas, tout à l'heure, en ouverture de ce petit dossier, il faut être sur place le matin, un petit peu avant la levée du jour. Hein. Le lever du jour, pardon. Oui, tout à fait. Il faut essayer. Souvent, ce qui est bien, c'est d'avoir préalablement repéré des animaux si vous avez le temps. Et ensuite, vous vous positionnez assez tôt, en sachant que les animaux sont souvent au gagnage et que vous pouvez du coup vous dissimuler plus facilement. Même faire des petits affûts à proximité du lieu. Ça évite les bruits des voitures. On n'a pas l'impression, mais ça porte assez loin. Ce genre de choses. Oui, j'allais dire qu'on peut combiner approche et puis affût court, se poser, attendre, repartir, c'est tout à fait possible ça. Ah oui, ensuite, par exemple, nous on va privilégier l'affût beaucoup sur la sortie du soir, en début de sortie, parce qu'il fait souvent très chaud. On a des fois des températures à 35 degrés, donc on privilégie un endroit où une prairie ombragée, où les animaux ont tendance à sortir un petit peu plus tôt. Et on peut faire des affûts souvent en début de soirée, comme ça, pendant 1 heure, 1 heure et demie, parce que de circuler, ça ne sert pas à grand-chose. Les animaux peuvent être au bord du bois, couchés, vous allez les effrayer plus qu'autre chose. Ils vont se positionner à l'entrée d'une grande prairie, d'une grande luzerne ou d'un grand chaume et attendre que les animaux sortent. Une fois qu'ils sont sortis, vous pouvez commencer à circuler, mais il faut vraiment attendre qu'ils sortent. Partir trop tôt ne sert à rien. D'accord. Par contre, le matin, on peut commencer à circuler tout de suite. Oui, tout à fait. On peut partir pircher. Voilà. Moi, je privilégie le pirche direct le matin, alors que l'affût en début d'après-midi et ensuite, évidemment, du pirche quand les animaux sont en activité. D'accord. Donc vous, Nicolas, vous guidez et organisez des chasses dans le sud-ouest, dans le Gers. Beau territoire pour les brocards avec des trophées assez extraordinaires. Que recherchent vos clients? Est-ce qu'ils sont tous à la recherche du trophée d'exception ou est-ce que certains viennent? Pour moi, le meilleur trophée, c'est le meilleur moment de chasse. Mais je ne suis pas atteint de trophéite aigu. Donc je suis peut-être une exception. Qu'est-ce que viennent rechercher les chasseurs chez vous? Alors, plusieurs choses. Alors, évidemment, je veux dire, l'animal qu'ils ne vont pas forcément trouver, entre guillemets, facilement chez eux, le trophée. C'est-à-dire qu'on a une qualité moyenne haute dans notre région de la qualité des trophées. Donc, les gens sont amenés à voir beaucoup d'animaux qui, chez eux, sont exceptionnels. Ensuite, il n'y a pas que ça, évidemment. Le Gers, c'est aussi bien manger, le foie gras, le canard. Voilà, c'est un ensemble de choses. C'est aussi des vacances, beaucoup de gens qui viennent en vacances. Après, moi, j'ai des chambres d'hôtes, par exemple. Voilà, donc, je reçois les gens à la maison. Sur le parti Gers Haute-Garonne, ensuite sur l'Ariège ou l'Aveyron, on est sur aussi des chambres d'hôtes, mais bon, c'est pas chez moi. Et les gens viennent rechercher. Donc, du coup, il y a des trophées, mais aussi, nous, on peut proposer. On a de très vastes territoires. On a entre 150 000 et 200 000 hectares de territoire. On chasse sur presque entre 80 ou 100 communes. Ce qui permet aux gens de venir plusieurs fois, de jamais chasser sur le même territoire ou de retourner sur des endroits qu'ils ont bien aimés. On peut accueillir aussi plusieurs chasseurs en même temps. Comme j'ai plusieurs guides qui travaillent avec moi. Et ça permet de venir entre amis. Enfin voilà, il y a tout un côté convivialité au-delà du trophée, même si on a de très beaux trophées, qui sont les raisons pour lesquelles les gens viennent chasser chez nous. Certains critiquent un petit peu cette course au trophée car ils disent qu'à force de prélever les beaux animaux, on appauvrit le patrimoine génétique et on ne laisse que les moins beaux. Qu'en est-il exactement ? Il en est que les fédérations ont une réglementation, si on prend la fédération du Gers, très précise, et vous avez un quota de tir d'été. On ne tire pas tout le plan de chasse en tir d'été, c'est un tout petit pourcentage. Ce raisonnement, je ne trouve pas justifié. On tire pas forcément que des grands brocards, on tire des brocards, et nous avons plus de trophées exceptionnels qu'ailleurs. Voilà, c'est un petit peu la différence.
On tire aussi, on voit j'ai des chasseurs qui tirent des assassins parce que des jeunes assassins, on ne tire pas forcément que des grands vieux brocards. Voilà. En plus, du coup, chaque année, on en tire de nouveau parce qu'il y en a toujours. C'est pas... Non, mais si vous avez de beaux animaux, c'est que le territoire est bien géré, parce que sinon on verrait une diminution dans le nombre d'animaux et puis dans leur qualité aussi. Donc je pense quand même que la critique n'est pas justifiée aussi. Que peut-on rajouter en guise de conclusion, Nicolas? Juste une petite chose dont on n'a pas parlé, une fois qu'on a prélevé son animal, il faut l'éviscérer. Et mon conseil est que les gens mettent des gants, c'est très important. Je connais des gens qui ont été malades en vidant à main nue des animaux. Donc c'est quelque chose qu'il faut rappeler toujours, avoir un petit nécessaire pour vider son animal proprement. Oui, et le faire le plus rapidement possible, compte tenu des températures au moment où on pratique l'approche. Voilà, il faut vider tout de suite sur le territoire et il faut surtout se protéger aussi soi-même. Avoir toujours un peu de l'eau pour nettoyer, enfin, ce genre de choses, des couteaux qui coupent. Voilà. Ça, c'est le matériel qu'on peut avoir dans la voiture, ramener l'animal à proximité, le baguer bien entendu, le ramener à proximité et faire tout ça à proximité de la voiture où on a un petit jerrycan, les gants et tout ce matériel qu'on n'a pas besoin de transporter sur l'instant. Oui, ou un petit sac à dos. Hein. Il y a des petits sacs à dos légers avec un minimum de matériel où vous mettez l'essentiel de ce que vous avez besoin. D'accord. En conclusion, c'est une belle chasse, pratiquée sur un bel animal, et puis dans de beaux territoires, parce qu'on ne chasse pas à l'approche en milieu périurbain. Donc c'est vraiment un moment assez privilégié, à mon avis. Oui, ensuite, et puis il y a beaucoup d'offres sur la chasse à l'approche aujourd'hui. On va dire il y en a pour toutes les bourses et toutes les formes de chasse qu'on a envie de pratiquer, que ça soit seul. Il y a beaucoup d'organismes qui font ça, ou avec moi ou d'autres qui organisons des séjours sur mesure qui permettent de venir à l'essentiel et venir passer une découverte, venir faire une découverte de territoire ou de passer des vacances où on a pensé qu'à sa chasse et pas à tout organiser, à se poser tous les problèmes du territoire, de trouver des bracelets. Cela dit, il serait intelligent aussi, à mon avis intéressant, que de plus en plus de sociétés de chasse et d'ACCA offrent et ouvrent quelques bracelets de brocart à leurs adhérents pour le tir d'été. Ça développerait cette belle chasse et la ferait prendre en compte par de plus en plus de chasseurs. C'est souvent peu partagé, cette chose-là. Dans ma région, c'est plutôt bien développé, donc c'est assez différent. Il est vrai qu'il y a certaines régions, moi j'ai les chasseurs où ils viennent, où la chasse à l'approche n'a pas droit de citer, ce qui est franchement dommage, parce que c'est une autre façon de chasser. Et j'aime bien amener de temps en temps des chasseurs qui sont contre ça, découvrir ce mode de chasse et qui en général s'y mettent aussi, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a autre chose à faire, que la semaine on peut aussi, au-delà d'aller réguler, tirer des renards l'été, il ne faut pas l'oublier, avec l'autorisation. Oui. Avec l'autorisation que l'on a pour le brocart, on peut aller tirer des renards juste avec l'arrêté et l'autorisation de son président, ce qui est quand même important. Et ça permet ça c'est une chasse qui est sans bracelet, peu onéreuse. Voilà. Tout à fait. Et utile pour nos amis agriculteurs aussi. Voilà. Oui, tout à fait, qui vous permet d'apprendre vraiment la chasse à l'approche, parce que la chasse à l'approche du renard est aussi difficile, voire plus difficile que celle du brocart par moment. Et de surcroît, la cible est bien plus petite. Oui, tout à fait. Bon, Nicolas, un grand merci de tous ces conseils, de toute cette science qui nous a été distillée cet après-midi, ce soir. Je pense que les chasseurs qui ne connaissent pas seront intéressés, puis ceux qui connaissent auront pris de bons conseils. Grâce à vous. Nicolas, on peut rappeler, excusez-moi, je vous coupe, on peut rappeler que si nos spectateurs veulent plus d'informations sur les séjours que vous proposez, ils peuvent se rendre sur votre site internet séjour-chasse.fr. Oui, tout à fait. Je ne me trompe pas, séjour au singulier. Et puis, ils peuvent également consulter votre stand sur notre salon JLC, puisque vous aviez un stand pour notre première édition de salon, à l'adresse salonjlc.com.
Voilà pour les informations supplémentaires. Eh bien, Nicolas, encore une fois, un grand merci. Bonne saison. J'espère que les clients sont là, mais vous nous avez dit en off avant le début d'enregistrement que c'était le cas. Donc, je croise les doigts, je dis un gros M et des points de suspension pour cette saison qui commence. Eh bien, écoutez, merci à vous de m'avoir invité. Et puis, j'espère que les gens auront la curiosité de venir découvrir ce mode de chasse. Voilà. Cette émission touche à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et sur notre site j'aime-la-chasse.fr. N'oubliez pas de noter d'ores et déjà la date du 24 juin pour notre salon virtuel spécial Approche. On vous souhaite à tous une excellente soirée et à dimanche prochain.